Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire pilotage de masse salariale sur un exemple, sur un périmètre international. Ce webinaire a été élaboré comme un partage d'expérience à partir d'un projet de 2021 qui a été conduit avec les équipes IDEMIA sur la solution Anaplan. Je vous propose de commencer par un rapide tour de table par ordre d'intervention. Je suis Sylvane Pérez-Labourdette, je suis associée chez KM Kerus Management. Je suis en charge des activités finance et pilotage de la performance. Je suis accompagnée aujourd'hui de Corinne, qui va d'abord introduire les principaux enjeux fonctionnels de ce type de projet. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, Corinne Grignon-Olivier. Moi, je suis directrice chez Kerus Management sur les sujets de finance et pilotage de la performance et j'interviens notamment sur des sujets de pilotage de la masse salariale. Ensuite, Johan va nous faire un point sur les aspects outils et en l'occurrence le choix d'Anaplan pour le projet IDEMIA. Oui, bonjour à tous, Johan Strom, donc directeur également chez Kerus Management. J'interviens sur donc des problématiques de pilotage de la performance et en particulier en relation avec Anaplan. Je suis également l'animateur du partenariat avec Anaplan au sein de Kerus Management. Ensuite, nous donnerons la parole à Sophie Thénault pour la voix du client sur ce projet. Bonjour Sophie. Bonjour, je suis Sophie Thénault, je suis la directrice controlling du groupe IDEMIA. Et puis enfin, Samuel va nous partager une petite démo sur Anaplan pour illustrer une modélisation sur le sujet masse salariale. Bonjour, Samuel Collomb, donc manager chez Kerus Management. Je participe à différents projets autour d'Anaplan, que ce soit sur différents use cases, dont la masse salariale. Je vous propose de poser vos questions dans le chat qui est mis à votre disposition et puis on réservera un petit temps d'échange en fin de partage d'expérience pour répondre à vos interrogations. Je laisse la parole à Corinne. Merci Sylvane. Donc, pour commencer ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de partager un petit peu sur les enjeux autour du pilotage des effectifs et de la masse salariale. Donc, ce sujet est clairement un sujet transverse à l'organisation. Il est partagé entre différents acteurs, notamment les ressources humaines, les opérations, le business et la finance. Chacun de ces acteurs ayant des enjeux finalement qui lui sont propres autour de ce sujet. Si on commence par les équipes ressources humaines, il y a clairement un enjeu de workforce planning, de gestion des effectifs, d'anticipation des recrutements à pourvoir, des postes à pourvoir. Il y a un enjeu autour des politiques de rémunération et de la stratégie de rémunération avec des besoins accrus de simulation pour pouvoir alimenter et définir ces politiques et mesurer les impacts, évidemment, en termes de masse salariale. Pouvoir également simuler la préparation des NAO. Et puis, il y a un enjeu global autour de la performance des politiques RH, que ce soit sur les politiques de développement, de parcours de carrière, sur la formation, sur la politique de rétention. Deuxième acteur, les opérations ou le business, avec un enjeu clairement de performance opérationnelle, c'est-à-dire d'adéquation des ressources à l'activité, adéquation en nombre, adéquation en compétences. Un sujet autour de l'optimisation de l'organisation du travail avec ses ressources et un sujet d'efficacité opérationnelle. L'enjeu finalement, c'est donc d'avoir les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment et avec le bon dimensionnement. Et c'est souvent ce dimensionnement par les business, par les opérations qui est le point d'entrée, notamment dans les processus prévisionnels, les processus budget ou forecast, avec une prévision des effectifs requis par ces équipes opérationnelles. Et puis le troisième acteur, c'est la fonction finance, avec clairement un enjeu de performance économique, un enjeu de maîtrise des coûts et de la rentabilité, un rôle dans l'accompagnement de la croissance et l'anticipation de ses dérives. Et cet accompagnement de la croissance, il concerne aussi bien les organisations matures que les organisations les plus récentes qui ont souvent de forte croissance business, qui se staffent significativement et qui doivent du coup maîtriser la croissance de leurs ressources pour éviter l'effet ciseau.
Et ce sujet de pilotage de la masse salariale, il doit également s'inscrire dans le dispositif global de pilotage de la performance de l'entreprise et être vraiment articulé dans le cycle de gestion de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un sujet clé de pilotage. Ça l'est en temps normal, ça l'est encore plus dans des périodes d'incertitude telles qu'on les a connues avec le Covid, telles qu'on le connaît avec l'actualité internationale actuellement. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des besoins de simulation forts et partagés donc, entre ces différentes équipes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager sur les 3 principaux axes qui permettent de structurer de manière robuste un dispositif de pilotage de la masse salariale. Donc, ces 3 axes, c'est la partie modélisation économique, c'est l'organisation pour le deuxième, et puis évidemment le système d'information. En termes de modélisation économique, tout l'enjeu, notamment pour la fonction finance, mais globalement pour les acteurs qu'on vient d'évoquer, c'est d'avoir à la fois une fiabilité dans les prévisions qui sont établies sur l'évolution de cette masse salariale et bien sûr une qualité, une pertinence de l'analyse au juste effort. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans les simulations sur la masse salariale, c'est bien ce dosage de l'effort qui est aussi important à prendre en compte. Et donc pour ça, il faut d'abord commencer par avoir une bonne compréhension de la structure de la masse salariale et des drivers d'évolution de cette masse, au-delà des seules évolutions des effectifs. Et ensuite, il y a vraiment un enjeu de définition d'une maille pertinente d'analyse et de simulation. Cette maille, cette définition, elle porte sur deux principaux sujets. D'une part, sur la dimension collaborateur, sur la dimension effectif. Est-ce qu'on raisonne sur un modèle à l'individu? On va donc avoir une projection et une simulation qui est basée sur des données individuelles des collaborateurs, ou on peut avoir des mailles plus agrégées par catégorie de population, par type de métier par exemple, ou par classification. Donc ça, c'est un des premiers volets du modèle. La deuxième réflexion sur la maille, elle est sur les indicateurs. On peut avoir des modèles particulièrement détaillés au niveau quasiment des rubriques de paye et des modèles évidemment beaucoup plus agrégés sur un nombre limité d'indicateurs at share cost. Donc ça fait vraiment partie des enjeux de structuration du modèle, arriver à définir ce niveau de maille qui est pertinent pour répondre aux enjeux économiques de l'entreprise. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'intégration de ce modèle de prévision au cœur du dispositif de pilotage de la performance de l'entreprise, et donc en s'intégrant dans le cycle de gestion et en permettant donc d'alimenter les différentes phases prévisionnelles et d'analyse. Le deuxième axe, c'est l'axe organisation. Comme on l'a dit, on est sur un sujet particulièrement transverse, complètement transverse même à l'organisation. Ça suppose donc de définir clairement les rôles et responsabilités des différents acteurs qui sont impliqués dans ce dispositif pour qu'il n'y ait ni doublon dans le traitement des sujets, ni des sujets qui soient laissés en vacances, qui ne soient pas pris en charge par aucun de ces acteurs. Aujourd'hui, la plupart des organisations ont mis en place une fonction de contrôle de gestion sociale pour traiter ces sujets de pilotage de la masse salariale. Son positionnement, il est assez équitablement réparti entre les fonctions finance et les fonctions RH des entreprises. Ce choix d'organisation dépend vraiment de la culture des entreprises. Par contre, ce qu'on observe quand même de manière assez récurrente, c'est que ces postes sont souvent pourvus par des profils plutôt financiers, quel que soit le positionnement dans l'organisation. Et puis, il y a évidemment autour de ce dispositif une gouvernance, une animation à mettre en place et un dispositif de pilotage des plans d'action autour de ce sujet. Et pour les entreprises les plus avancées, il y a aussi une objectivation finalement sur la contribution des acteurs dans ces dispositifs. Et enfin, le dernier axe, c'est le sujet des systèmes d'information qui est évidemment clé. Sur ce sujet pilotage de la masse salariale, on est vraiment au cœur de différentes sources. On va récupérer des données de différents systèmes, des systèmes de paye, des systèmes comptables, des systèmes opérationnels pour le dimensionnement des activités et les systèmes de reporting financier au sens large. Il y a donc un besoin d'une gestion transverse de ces référentiels entre les différents systèmes, entre les différentes natures d'information, et ce encore plus lorsqu'on se trouve dans des environnements internationaux. Un point
clé aussi autour de ce sujet, c'est la sécurité des accès aux données. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler la plupart du temps sur une donnée à la maille collaborateur, donc avec des données individuelles, des données de rémunération évidemment, mais pas que, d'autres données personnelles sur les collaborateurs. Donc il y a un enjeu fort d'assurer la compliance RGPD autour de ces données, et de la même façon de définir les droits d'accès des différents utilisateurs des systèmes selon leur périmètre de responsabilité et selon le rôle qui leur est attribué dans le dispositif. Et puis enfin, les sujets d'ergonomie et de flexibilité. Donc, ce sujet transverse, il implique un certain nombre d'acteurs et de contributeurs dans l'organisation. Donc, pour faciliter son appropriation par ces différents utilisateurs, l'ergonomie va être un point essentiel. Flexibilité nécessaire également de la solution parce que les organisations évoluent, parce que de la même façon, la maille de suivi et d'analyse peut évoluer. Donc, il y a besoin de faire évoluer régulièrement en fait ces systèmes pour s'adapter et enrichir les modèles. Et puis, bien évidemment, au cœur des préoccupations, ce sont la capacité de simulation, la capacité à faire jouer différents scénarios avec une très forte réactivité et à des mailles plus ou moins agrégées en fonction des simulations à réaliser et du positionnement dans le cycle de gestion. Voilà ces 3 grands axes de structuration du dispositif de pilotage de la masse salariale. Et je vais proposer à Johan de poursuivre justement sur cette dimension système d'information. Oui, merci beaucoup Corinne. Et puis avant d'aller sur les systèmes d'information du coup, et pour un petit peu ancrer ce qui vient d'être dit dans la réalité et un petit point sur les préoccupations du terrain, je voudrais partager avec vous quelques chiffres qui sont issus en fait d'une étude que nous avons menée chez Kairos Management auprès d'un panel de responsables métiers dans le domaine justement sur l'état des pratiques. Et ce qui ressort entre autres dans cette étude, c'est que près de 55% des acteurs effectivement ne disposent pas d'un outil autre que la bureautique, donc essentiellement du Excel, pour gérer donc notamment l'élaboration budgétaire sur ces éléments-là. En outre, presque la moitié des répondants souhaitent par contre mettre en place une solution intégrée pour renforcer le processus de pilotage d'effectifs et de la masse salariale. Et enfin, près de 70% des interlocuteurs éprouvent effectivement des difficultés de expliquer de manière rationnelle et de façon structurée ces éléments-là et faire le pilotage de ce domaine-là. Donc, il semble ressortir effectivement un vrai besoin de structuration et du coup également, et c'est un élément important, d'un outillage approprié aussi de ces processus. Donc, en termes d'outillage, nous, dans le cadre des travaux qu'on a fait ou des projets qu'on a menés, on a souvent utilisé Anaplan. C'est un éditeur, donc un leader parmi les solutions de pilotage de la performance sur le marché de manière générale. On l'apprécie particulièrement sur ce type de problématique, car il réunit en fait un certain nombre de caractéristiques particulièrement intéressantes pour la mise en œuvre des solutions autour de pilotage de la masse salariale et des effectifs. D'abord, c'est un vrai levier d'efficacité de pilotage de processus, de par la capacité que cet outil offre de modéliser de manière visuelle des processus complets, relativement facilement, rapidement, avec une visibilité transverse très utile aux acteurs métiers. Il est aidé, en fait, cet aspect-là est aidé par les interconnexions aisées du coup entre différents processus et modules. Là, on est sur des caractéristiques d'Anaplan, un aspect interconnecté qui permet aussi une capacité d'analyse de traitement de données très intéressante, notamment par la capacité de propagation des données qui permet de suivre le flux et l'évolution d'une donnée de bout en bout et qui est extrêmement utile lorsqu'on veut travailler notamment sur des simulations, des scénarisations du type what if, quand on a besoin d'itérer rapidement et changer rapidement quelques éléments et voir la répercussion sur l'ensemble de la chaîne.
Il est aussi aidé en cela par un moteur qui est puissant et rapide, élastique en fonction de la charge, et donc tout ça aide et est un vrai atout sur tout ce qui est capacité d'analyse et pilotage des données du coup. C'est également un outil qui est flexible et scalable. Flexible parce qu'il fonctionne beaucoup. On n'est pas obligé en fait avec un appelant de tout construire dans un seul modèle de données qui doit tout satisfaire. C'est un outil très souple où on peut compartimenter bien différents composantes fonctionnelles et les faire parler entre elles via des liens qui se fait à la volée. Donc c'est extrêmement utile, notamment quand on veut avoir une logique un peu incrémentale, on construit au fur et à mesure aussi des solutions. C'est un outil qui est flexible en termes de modèle à adopter pour un client, puisqu'elle offre plusieurs formules d'abonnement qui permet de quasiment faire du sur-mesure sur les besoins en termes de licence, en termes de capacité, etc. Et enfin, c'est aussi un outil qui se positionne assez aisément et plutôt de manière efficace dans des écosystèmes applicatifs un peu plus larges, grâce à un large choix de connecteurs et de solutions d'intégration que la solution embarque ou avec lesquelles elle est compatible. Et enfin, last but not least, la sécurité intégrité de l'information est quelque chose qui est bien géré via un appelant. Alors un appelant, c'est une solution cloud full cloud SaaS qui répond donc du coup techniquement aux normes les plus strictes de cryptage de données, que ce soit pour le stockage, qui par ailleurs pour les entreprises européennes se fait dans des centres en Europe, ou que ce soit pour le transfert des données. Donc c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important et qui concourt donc du coup à la sécurité de l'ensemble de l'application en effet. Par ailleurs, il est aussi, et c'est bien, il faut bien le noter, c'est probablement l'éditeur avec l'un des meilleurs dispositifs support sur le marché. Donc, c'est quelque chose parfois qu'on oublie un petit peu quand on choisit un outil, mais c'est extrêmement utile. Donc, c'est une solution qui est très appréciée par nos clients de par son accessibilité, de par la capacité de vite monter en compétence et prendre en main la prise en main par le métier. Et pour illustrer un petit peu, me donner une illustration en fait de ça, nous allons vous offrir un témoignage d'Idemia. Idemia, c'est donc un client de Kairos Management qu'on a accompagné justement dans la mise en œuvre d'une solution de pilotage de la masse salariale et des effectifs. Et pour cela, je vais laisser la parole à Sophie Thénault, donc d'Idemia, et à Sylvane Pérez-Labordette de Kairos Management. Merci à tous les deux pour cette introduction générale, je dirais. Effectivement, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet du partage d'expérience avec Sophie. Sophie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques éléments descriptifs de ce qu'est le groupe Idemia aujourd'hui et de son modèle d'organisation? Idemia, c'est un groupe qui fait aujourd'hui à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons à peu près 15 000 collaborateurs dans le monde. Idemia, il y a deux piliers. On est leader dans les solutions de paiement, que ce soit du paiement physique ou digital, donc de la carte bancaire ou du moyen de paiement et la sécurisation de vos moyens de paiement dans vos transactions quotidiennes. Et le deuxième pilier, ce sont les documents d'identité. Donc, ce sont des productions de carte d'identité, de passeport, de permis de conduire et tout ce qui va sécuriser votre identité lors de votre vie de tous les jours, que ce soit votre passage aux frontières, votre entrée dans un bâtiment, etc. Donc, nous sommes leaders dans ces solutions. Et donc, ce qui est important de comprendre par rapport à ça aussi, c'est que Idemia est un groupe complexe avec des usines pour produire, avec des centres de personnalisation pour personnaliser nos cartes bancaires,
avec de nombreux centres R&D, parce que vous l'aurez compris, nous avons une très forte composante R&D et innovation, et puis avec des bureaux un peu partout dans le monde. On a une présence dans à peu près une centaine de pays. D'accord, donc dans cette organisation complexe et du coup très internationale, vous avez une grande diversité de typologies de postes, de culture locale, d'environnement RH réglementaire. Quelle a été la motivation pour ce projet de pilotage de masse salariale? Alors, ce projet, il s'inscrit dans un projet global de refonte de notre cycle budgétaire. Il a été décidé de travailler sur une méthode totalement différente. Donc, l'idée derrière de ce modèle, c'est vraiment d'avoir un corps modèle et de redéfinir un corps modèle et de le faire avec nos équipes en région. Donc, on a passé du temps à écouter leurs besoins et leurs demandes, à définir un corps modèle, à le construire en centrale. Mais ce qui est important, c'est que ce projet, il est fait pour les régions, pour nos pays dans le monde. Évidemment, le central que je représente et la direction du groupe que je représente, l'intérêt pour nous, il est multiple, mais c'était vraiment aussi d'apporter de la facilité, de la fluidité à nos équipes dans les régions. D'accord, avec une ambition, je complète un petit peu en termes de timing, avec une ambition très, très contrainte dans le temps. Je dirais que sur ce projet, on a dû commencer le design au mois d'avril pour une mise en œuvre opérationnelle possible dès le 1er juillet. Donc un timing très serré qui probablement est aussi associé à un certain nombre de principes directeurs de votre projet. Vous avez parlé de corps modèle, donc un modèle qui va se déployer quels que soient les BU, quels que soient les pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les partis pris qui ont été adoptés pour pouvoir se plier à cette contrainte de temps? On a travaillé sur un corps modèle, comme je l'ai dit, avec les retours de chaque région. Vu le temps imparti, on a dû faire des choix. On a dû effectivement faire des options, ne pas prendre toutes les spécificités de chacun de nos pays, mais on a quand même construit les spécificités les plus importantes. Je peux vous donner un exemple très concret. Nous avons des usines. Donc, si nous avons des usines, nous avons des collaborateurs qui font des heures supplémentaires. Nous avons dans les usines, ce qu'on appelle dans la partie masse salariale, nous avons des primes qui sont différentes selon les pays. Donc, tout ça, on l'a intégré dans cette première version. Donc, on a essayé de prendre en compte ces considérations. On a pris en compte le fait qu'on a des schémas de masse de paye variable sur les variables qui sont différents selon les pays. Ça, on les a pris en compte. Il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte dans cette première version, sur lesquelles on va travailler dans cette deuxième version, mais comme vous l'avez dit, à un moment donné, on doit faire un choix. Ce choix, il est aussi contraint par le temps. Sur un sprint qui dure 3-4 semaines, avec des UAT fin juin pour un lancement du projet début juillet. On a fait ces choix qui ne nous semblent pas aujourd'hui, quand on est dans le déroulement de l'année, nous avoir pénalisé l'an dernier. D'accord. Vous nous avez parlé de l'écoute des régions, de la prise en compte des spécificités liées aux différentes activités. Dans l'organisation du projet, comment est-ce que vous avez abordé l'organisation interne, je dirais, de la conduite du projet, notamment l'implication on a vu que le pilotage, il a été conduit sous votre responsabilité, donc par la finance. On est sur un sujet hautement ressources humaines. On est aussi aux prises avec une solution, donc il va s'intégrer dans un environnement. Comment est-ce que vous avez articulé ces différentes composantes du projet? Alors, chez IDEMIA, le processus budgétaire est piloté par la finance, mais avec une très forte composante RH. Donc, dès le début du processus et dès le début de ce projet, nous avons impliqué la RH pour expliquer notre démarche, pour avoir leur accord, leur validation.
Le sujet important, et ça a été mentionné auparavant, c'était clairement RGPD, sécurité de nos données, validation de tout ce processus par notre RH et même par notre Chief Data Protection Officer, d'accord, qui reporte à la direction juridique. Donc, nous avons mené de nombreux meetings pour s'assurer que nous étions en parfaite compliance avec ces sujets. Nous avons échangé avec vous sur ce sujet. Nous avons échangé avec Kerus, notamment avec Anaplan, pardon, pour savoir où étaient situés les data centers. Les data centers sont en Europe, etc., etc. Donc, on a passé beaucoup de temps et c'est un sujet extrêmement important, mais ça permet de formaliser encore une fois dans un corps modèle, dans un processus qui est totalement encadré, totalement sécurisé, ce sujet sensible, puisque comme vous l'avez dit, on va à la maille collaborateur avec des données sensibles. Donc pour nous, c'était notre première priorité, c'était la protection des données. Et si nous n'avions pas été totalement sûrs de ça, nous ne serions pas allés au bout du projet, nous aurions arrêté avant. D'accord. Donc, je retiens que le plus gros défi, ça a été RGPD, en tout cas le sujet le plus sensible et vraiment sur le chemin critique de on y va pas en termes de déploiement. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui vous viennent à l'esprit parmi ce qui a été critique dans la conduite de ce projet? Il y a un autre sujet, je pense, qui est important, c'est l'aspect change management. Le changement d'outil ne fait pas le change management et il faut dans ce genre de projet accompagner ce change, c'est-à-dire l'adoption de la solution par les différents utilisateurs, la restitution aussi. Donc il faut bien réfléchir avant de lancer l'outil et de changer d'outil sur le process et comment on veut conduire ce process. Pour nous, ça a été, je pense, ce change management a été un défi, quelque chose qu'il faut clairement qu'on retravaille. Et en tout cas, c'est mon conseil pour d'autres entreprises qui souhaiteraient mettre en place un projet identique, c'est de bien travailler le change management avec les différentes équipes. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on avait abordé en amont, justement, en fonction du timing du projet. Il y a vraiment deux parties pris. Il y a des cas de figure où on a le temps, entre guillemets, c'est-à-dire que la partie change, et je pense que quand on parle de change, on parle de l'information, de l'implication des équipes dans la prise en compte de leurs besoins, dans leur implication dans le développement, dans la validation, dans la formation, dans l'information au moment du go live, le support, etc. Donc ça reflète beaucoup de réalité. Et donc quand on a le temps, le change il est très en amont. Donc, c'est effectivement pas du tout un élément à négliger parce que les utilisateurs vont changer d'outils, mais ils vont aussi changer de processus et ils vont aussi changer de principe directeur du modèle. Je pense que passer d'un modèle national à un corps modèle global, c'est très différent. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une majeure change en amont de la bascule. Et puis là, le parti pris d'Idemia, mais c'est assez souvent le cas aussi, c'est on va donner une dynamique au projet et puis on est assez près de l'élaboration budgétaire, mais on se contraint dans le temps. Et auquel cas, toutes ces étapes préparatoires, on les fait, mais on les fait un petit peu à marche forcée. Et il y a forcément un effet de compensation après. Donc, on a travaillé notamment avec vos équipes et je pense que vos équipes en centrale ont elles-mêmes beaucoup travaillé avec les utilisateurs locaux pour compenser, pour au moment de l'utilisation concrète, leur fournir le support adéquat, répondre à des questions qui auraient pu se poser avant, mais qui se posent là de façon très tangible pendant l'exercice budgétaire. Et puis bon, maintenant, il y a l'effet d'expérience, je pense, pour la V2 qui est en préparation. Oui, absolument. Dans cette période que vous mentionnez d'hypercare, après le lancement du projet, qui pour nous, dans notre construction budgétaire, cette construction de masse salariale, elle se fait essentiellement sur septembre. Il est clair que cette partie d'hypercare sur le mois de septembre, elle est extrêmement importante et il faut aussi prendre ça en considération dans le planning et dans la préparation du projet. Quand le projet est lancé, après le go live, finalement, c'est que le début, cet hypercare et ce suivi avec les équipes en région, il est extrêmement important.
Il est aussi important pour la suite parce que nous avons fini notre budget, nous avons fait notre budget dans cet outil. Maintenant, on a fait une feedback, un retour d'expérience avec nos régions. On a compris des choses qui n'étaient pas parfaites. Donc, on travaille aujourd'hui sur un modèle, une deuxième version, avec quelques corrections à la marge de calcul, quelques prises en compte de nouveaux éléments, quelques aspects, j'allais dire, visuels sur les tableaux de bord, etc. On est en train de travailler là-dessus, mais tout ça, ça découle aussi de cette partie d'hypercare qu'on a fait, d'échanges constants qu'on a fait avec les régions au cours du processus et de cet accompagnement qui a été fait par les équipes en centrale avec les utilisateurs finaux. Très bien. Au-delà de cet aspect de change, avec le recul aujourd'hui de l'utilisation du modèle, en quoi est-ce que spécifiquement Anaplan a répondu à vos attentes et puis surtout à vos enjeux? Est-ce que vous souhaitiez faire avec ce corps modèle de pilotage? Le premier sujet, c'est clairement la sécurité de nos données. On a formalisé avec Anaplan un contexte RGPD et donc on l'a formalisé, il est sécurisé. L'outil permet aussi d'avoir des logs, donc de suivre les logs et ça c'était extrêmement important pour nous. Deuxièmement, c'est l'aspect simulation. Nous pouvons faire des simulations sur l'évolution de notre masse salariale. Comme je l'ai dit, nous sommes présents dans de nombreux pays, donc nous avons aussi des choix à faire potentiellement sur les augmentations salariales dans nos pays. L'outil permet de faire ces simulations et ça a été encore plus vrai dans le contexte d'hyperinflation que nous connaissons aujourd'hui, dans le contexte de tensions qu'on peut connaître sur certains métiers. Nous avons des métiers de R&D très spécifiques. Nous avons connu quelques tensions sur ce sujet. Cet outil nous permet de faire des simulations instantanées et ça, c'était de grande valeur pour nous. L'outil permet aussi de gérer des taux de change. Encore une fois, nous avons des données en monnaie locale. Ça nous permet aussi de faire une gestion de nos taux de change de façon extrêmement agile. Très bien. Alors, même question sur l'accompagnement. Kairos Management vous a accompagné de bout en bout, je dirais, du design initial de la solution à maintenant la préparation des évolutions, des corrections, en tout cas de l'enrichissement du modèle à la marge. Avec le recul, quels sont les besoins d'accompagnement sur ce type de problématique? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un prestataire externe pour que le projet se passe bien et qu'il soit réalisé dans les délais? Enfin, le sujet, je pense, c'est sur l'accompagnement du change. Et puis sur la capacité d'adaptation de l'intégrateur vis-à-vis de la complexité du modèle ou des entreprises. Kairos nous a accompagnés, vous nous avez accompagnés dans ce sens-là. Je veux dire, le témoignage, c'est que la solution marche et que le retour que nous avons eu de nos régions, c'est que le retour était positif par rapport à la mise en place de cet outil. Très bien, merci beaucoup. Peut-être pour conclure, des facteurs clés ou des recommandations très, très génériques, je pense qu'on en a abordé déjà un certain nombre. C'est la définition d'un corps modèle et c'est prendre en compte le maximum d'informations, mais ne pas vouloir tout faire bien la première fois. Je pense que on est toujours le mieux et parfois l'ennemi du bien. Et c'est là, je pense aussi, où vous avez été force de proposition dans notre cas, c'était de prendre en compte maximum de spécificités régionales, les calculs les plus précis en ce qui concerne nos usines, nos centres de R&D, nos équipes, j'allais dire plus bureaux dans nos pays, mais ne pas vouloir tout faire parfaitement la première fois. Donc ça, c'est important. Et le deuxième sujet, c'est clairement aussi la RGPD. Il faut être complètement cadré sur ce sujet de RGPD ô combien important.
Très bien. Merci infiniment, Sophie, à la fois de votre témoignage et puis de cette collaboration avec vos équipes sur ce projet. Je vous propose qu'on passe à un partage de modèles avec Samuel Collomb, qui va nous présenter une visualisation de ce que peut donner un modèle de pilotage de masse salariale avec Anaplan. Tout à fait. Donc, je vais vous montrer maintenant une application qui a été développée sur Anaplan autour d'un exemple de processus de gestion de masse salariale et des effectifs. Donc, nous nous situons dans une entreprise lambda qui, en fait, à travers 2 rôles, permet de réaliser ce processus de gestion de prévisionnel de la masse salariale. Nous avons d'un côté le contrôleur central et les contrôleurs de chaque business unit qui vont pouvoir intervenir sur cet exemple de processus. Le contrôleur central va dans un premier temps saisir les hypothèses d'augmentation de salaire qui sont générales et applicables à l'ensemble des business units. Par la suite, les contrôleurs de chaque business unit vont saisir les données de salariés existants avec toutes les caractéristiques et également saisir les données concernant les nouveaux salariés avec différentes informations qui vont permettre de calculer et de prévoir le budget de masse salariale. Par la suite, il va pouvoir, donc chaque contrôleur de business unit va pouvoir gérer les réallocations et affecter une partie du montant sur une autre business unit. Et grâce à ces différentes informations, ils vont pouvoir donc directement visualiser la masse salariale budgétaire sur chacune de leurs business units. Le contrôleur central va lui avoir une vision globale par rapport à ça et va finalement pouvoir faire des ajustements au niveau global ou au niveau de chaque business unit à la fin pour avoir une vision globale. Donc, je vous propose de passer dans Anaplan, dans la vision telle que pourraient voir les utilisateurs. Donc, je vais prendre dans un premier temps un rôle de contrôleur central pour illustrer le processus que je viens de vous présenter. En tant que contrôleur central, j'ai accès à différentes informations que vous pouvez voir sur cet écran, et notamment des hypothèses générales. Je peux saisir des données concernant les augmentations de salaire en fonction de différents types de postes, donc salariés, cadres, dirigeants. Donc, si pour le salarié, je prévois une augmentation de 10%, donc je peux venir l'inscrire et effectivement, j'ai mes données qui vont se recalculer automatiquement par rapport à ça. Je peux également saisir un mois de prise en compte. Et à chaque fois, vous voyez sur ce graphe en dessous, nous pouvons voir l'évolution du total salaire brut avant augmentation et celui après augmentation. Je peux également activer la rétroactivité qui va permettre effectivement de recalculer les données sur les mois concernés. Par rapport à ces données, une fois qu'elles sont validées au niveau du contrôleur central, je vais pouvoir donc prendre maintenant la casquette du contrôleur de business unit. Et notamment, donc, je vais prendre le rôle du contrôleur de business unit numéro 1. Donc, en tant que contrôleur de BU, je peux voir les différentes hypothèses qui ont été saisies par le contrôleur central. J'ai la possibilité de mettre des commentaires si je le souhaite. Et je vais par la suite pouvoir saisir mes différentes données par salarié. J'ai la possibilité de charger un fichier qui va récupérer l'ensemble des salariés existants de ma business unit. Et par la suite, je vais pouvoir modifier des données, notamment le temps de travail, le salaire, différentes informations, pour que le calcul se refasse correctement en fonction des éléments que je vais modifier. J'ai également la possibilité d'ajouter un nouveau salarié et qui va s'afficher dans le tableau ci-dessous, où je vais pouvoir renseigner une date d'entrée, un contrat, une fonction, différentes informations pour que la simulation se calcule également par rapport à ça. Donc, je vais tout de suite vous montrer l'impact que ça a dans la restitution. Donc, je vais ouvrir un autre onglet avec la restitution du contrôleur de business unit.
Donc, en tant que contrôleur de business unit, j'ai accès à une restitution qui me permet d'avoir une vision de ma BU avec une période d'activité, des informations concernant l'augmentation de salaire par fonction et les charges sociales, les effectifs que je peux voir pour ma business unit en fonction des contrats, et j'ai la possibilité également de visualiser l'évolution de l'effectif sur une année. Je vais prendre cet écran et vous remontrer la partie saisie. Par exemple, un nouveau salarié est prévu, donc son arrivée est prévue en février 2021. Si je change sa date d'entrée et que je le prévois plutôt en novembre, je vais pouvoir voir l'impact de ce changement directement sur ce tableau. Puisque vous voyez, il s'est recalculé, j'ai une nouvelle entrée qui a été prévue en novembre 21. Et donc, ça a recalculé l'ensemble de mes effectifs. En tant que contrôleur de business unit, j'ai également la possibilité de venir gérer les réallocations. Donc, prenons ce salarié qui actuellement est à 100% sur la BU1. Je peux réaffecter une partie de son salaire et de la prévision salariale sur une autre business unit, par exemple la BU2, et dire que je le réalloue à 80% sur la business unit numéro 2. Je vais pouvoir voir cet impact directement dans ma restitution, notamment au niveau du budget prévisionnel mensuel, puisqu'en faisant un refresh sur la page, on voit qu'effectivement, une partie du salaire a été prise en compte après réallocation et donc est inférieure à mon budget prévisionnel sans réallocation. Une fois que j'ai fait l'ensemble de mes saisies, je peux remonter et valider le workflow qui va me permettre de dire que j'ai revu l'ensemble des données concernant ma business unit et que je valide mon budget. Je vous propose maintenant de prendre la casquette reprendre la casquette du contrôleur central. Alors, je vais me positionner ici et je vais vous montrer la restitution. En tant que contrôleur central, j'ai accès au même type de restitution dont avait accès le contrôleur de business unit, sauf que j'ai la possibilité soit de visualiser les données par business unit, soit de me mettre au total. Donc, je vais prendre une vision globale de l'ensemble des business units. Et toutes les données se recalculent par rapport à ça. Donc, j'ai mes effectifs globaux. J'ai accès à mes données par business unit entre le réel N-1 et après réallocation, et de voir effectivement comment se décomposent les différentes données salariales en fonction de chaque business unit. J'ai également la possibilité de faire des modifications. Je vais basculer dans la saisie du contrôleur central. Je peux soit faire des ajustements au niveau fin, donc avoir la visibilité sur les différents salariés et venir modifier des informations si besoin, mais je peux également modifier des données au niveau top, notamment sur le pourcentage d'absentéisme, le pourcentage de formation et le pourcentage d'heures supplémentaires. Donc, par exemple, sur ma BU, je vais rajouter donc 10% d'heures supplémentaires dans la prévision. Et si je reviens sur ma restitution, que je réactualise, voilà, je peux voir l'impact directement sur le budget N+1 pré-réallocation. On voit que la BU1, le montant a évolué. Et effectivement, le contrôleur de business unit aura aussi la possibilité de voir ces données modifiées par rapport aux ajustements du contrôleur central. Une fois que j'ai fini l'ensemble de mes ajustements, je peux venir, en tant que contrôleur central, valider le workflow également pour signifier la fin de la revue des données et effectivement la fin du processus. Voilà pour la partie démo. Je vais du coup laisser la main à Johan pour la conclusion de ce webinaire. Oui, merci beaucoup Samuel pour cette petite démo qui était évidemment un élément, enfin une application un petit peu simplifiée, mais qui s'inspire directement avec de ce qu'on a pu faire chez nos clients sur le sujet. Alors quelques éléments en guise de conclusion en effet, quelques facteurs clés de succès tirés de nos expériences
autour de ces problématiques et des projets qu'on a pu mener pour donc un projet pilotage de la masse salariale et des effectifs réussis. Alors bon, il y en a beaucoup, hein. On a voulu en mettre en exergue, mis l'index un peu sur 6 ici. D'abord, et ça fait écho à ce qui avait été dit auparavant, notamment par Sophie, cohérence et simplicité de modèle. Alors d'abord la simplicité. Partir sur quelque chose qui correspond à un premier besoin. Ne pas vouloir tout mettre tout de suite dans l'outil. Avoir en tête la capacité de prise en main rapide, ça a une valeur en soi, une prise en main rapide par le métier sur cette première version. Apporter de la valeur rapidement, même si c'est sur un périmètre un tout petit peu plus petit. Travailler pour autant bien l'amont avant de commencer à mettre la main dans l'outil, c'est-à-dire s'assurer d'avoir vraiment compris le besoin métier et partager la pertinence de ces éléments-là avec l'ensemble des acteurs avant de commencer le build. Et puis, comme on commence petit et qu'on a tendance, parce qu'un plan fonctionne très bien comme ça, de façon incrémentale un petit peu, ne pas perdre de vue un peu la trajectoire. Donc, garder aussi un élément, une réflexion autour de l'évolutivité du modèle qu'on met en place. Définir dès le départ, ça peut paraître évident, mais parfois on ne le fait pas suffisamment. Définir clairement les périmètres et les responsabilités dès le départ dans le projet, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent à différents moments, métiers, IT, externes. Donc, clairement et définir qui fait quoi quand et avec quelle mobilisation. Avoir également une méthodologie projet adaptée. On parle beaucoup d'agile, en particulier dans le domaine de PM. Nous, la méthode ou la méthodologie qu'on a retenue, on appelle ça semi-agile. C'est en fin de compte, quelque part, un mix entre des projets agiles, enfin en mode agile et en V. Typiquement, on préfère avoir une phase de conception robuste, bien identifiée avant même toucher à l'outil, comme je mentionnais. Donc, on est plutôt là dans une logique qui ressemble à des méthodologies projet en V. Lorsqu'on arrive dans la phase d'implémentation, par contre, on est clairement en mode agile, avec des sprints très itératifs et rapides. Et ensuite, pour les phases en aval, que ce soit les recettes, les formations, le déploiement, on a tendance à reprendre une logique un peu plus séquentielle pour bien cadrer, bien sécuriser la transition vers l'exploitation. Ne pas considérer que la montée en compétences progressive des utilisateurs commence avec de bonnes formations. Il en faut de bonnes formations, mais les associer très en amont, pas nécessairement tous, mais une partie. Ça demande, c'est une façon exigeante à la fois pour le prestataire, mais aussi surtout pour le client, puisqu'il faut libérer les gens, il faut les laisser s'impliquer dans le projet, mais le retour sur cet investissement est vraiment positif. Ça permet de voir grandir la solution, ça facilite donc l'appropriation par les utilisateurs et ça diminue à la fois les phases aval de recettes, même de formation, et puis surtout a tendance à raccourcir cette phase de transition dont parlait Sophie, notamment dans son témoignage, entre le projet, le mode projet et le mode d'exploitation. Sécurisation RGPD, on en avait parlé, la sécurisation est importante dans tous ces domaines, mais en particulier dans le domaine RH. Donc, impliquer dès le départ les acteurs en charge autour de ces sujets dans le projet. Et également mettre sous contrôle de manière stricte à la fois la maîtrise des flux des données, puisque ça fait partie de la sécurité aussi, et bien encadrer l'accès des utilisateurs à l'appli dans le cadre d'une gouvernance structurée. Et enfin, pour finir, travailler sur la pérennité au-delà du projet et la performance continue du projet.
en ayant en tête à tout moment que le but, c'est l'autonomie du métier, du client pour porter la solution. Et du coup, et c'était aussi une remarque que Sophie avait faite, ne pas négliger la phase de transition entre la phase projet et la phase exploitation en pure run. Ce qu'on appelle la phase, donc on a mentionné hypercare. Parfois, et bien souvent, on le recommande d'ailleurs, ça vaut le coup d'investir dans un support renforcé post-go live pour amortir un peu le passage entre le projet et l'utilisation en autonomie. Le projet et les formations, c'est jamais la même chose que la vraie vie réelle avec un outil, à ne pas négliger pour le succès du projet. Et enfin, s'assurer d'avoir un support utilisateur et une gouvernance en place lorsqu'on bascule en run, que ce soit via une intégration dans sa structure déjà existante adaptée pour l'outil, ou de le créer, mais de réfléchir en amont et pas à la fin, pas lors de déploiement, sur ce type d'instance qui est absolument clé pour la pérennisation et la sécurisation de la solution en mode exploitation. Voilà en quelques mots. Merci Yoann. Je pense qu'il y a en complément un élément qui est assez caractéristique de l'utilisation d'Anaplan et qu'on a mis en œuvre chez IDEMIA, mais comme souvent sur ces projets. Sur Anaplan, l'administrateur fonctionnel a un rôle qui est vraiment extrêmement clé. C'est-à-dire que non seulement il va faire de l'administration, mais il va être très rapidement capable, même en tant que fonctionnel, de travailler sur les reports, de travailler sur des évolutions, de travailler. C'est ce qui fait que chez Kairos Management, ce sont des consultants fonctionnels qui se sont appropriés la solution et qui la développent, qui la mettent en place. Donc ça rend le projet très fluide et je dirais que ça se répercute chez le client qui lui aussi va avoir la main de façon très très extensive sur le modèle au niveau de la direction financière ou en tout cas du contrôle de gestion sociale. Je vous propose de traiter rapidement les quelques questions qui sont arrivées. Il y a un participant qui demande s'il y a des décisions dans la première version. On a vu qu'on était parti sur un corps modèle avec des simplifications, ou en tout cas une approche de on va faire d'abord un modèle simple et puis on va le sophistiquer plus tard. Est-ce qu'il y a des décisions qui pourraient être structurantes dans cette V1 qu'on ne peut plus adapter dans une V2? Alors, je pense que c'est une question dans le cas d'espèce d'IDEMIA, donc probablement plutôt une question pour Sophie, mais peut-être aussi une question dans l'absolu pour la conduite de projet. On va commencer par Sophie. Pour moi, non, rien n'est rédhibitoire. Donc on peut faire des modifications, des améliorations, des changements, il n'y a rien de bloquant. Un complément peut-être côté équipe d'accompagnement, Johan. D'un point de vue outil, Anaplan est probablement parmi les outils les plus souples quand il s'agit justement de revenir, s'il faut, de revenir en arrière. On est beaucoup moins, on est moins obligé de casser le gros schéma en étoile qui doit tout permettre de faire que pour d'autres outils, puisque on a souvent des structures et des modélisations en fait, des problématiques plus souples. Voilà. Une deuxième question, est-ce qu'en général, on a ce type de projet de façon isolée, c'est-à-dire, voilà, je conçois un modèle de gestion de pilotage de la masse salariale et des effectifs, ou est-ce que c'est associé à un modèle plus large ou à d'autres composantes? Peut-être Corinne, de son expérience assez extensive de ce type de problématique. Alors, on a pu travailler dans les deux situations, c'est-à-dire des cas où vraiment on travaille sur ce sujet de manière isolée,
mais la plupart du temps, cette brique en fait de pilotage de la masse salariale, elle vient soit initier d'ailleurs la refonte d'un modèle de pilotage dans son ensemble, soit s'inscrire dans un modèle de pilotage existant et venir donc compléter les briques existantes qui sont plutôt en amont les briques PNL, enfin très classiques du pilotage financier, et donc avec un complément qui est apporté ensuite sur ce module de pilotage de la masse salariale. Voilà, et on a eu d'autres exemples d'accompagnement, effectivement, où un choix d'outils étant fait, par exemple, côté finance, ensuite, les équipes RH ont pu être embarquées autour du même outil pour développer cette partie pilotage de la masse salariale. Voilà, donc il n'y a pas de règles toutes faites, en fait. Ça s'inscrit, et c'est vraiment par contre quelque chose qui est assez généralisé, c'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment dans un dispositif global de pilotage, et on peut soit démarrer par cette brique masse salariale, soit venir avec cette brique compléter les briques déjà existantes. Peut-être aussi, alors le cas général, c'est l'imbrication avec un module financier. On peut avoir des cas d'usage également, alors en fonction de l'activité du client, où ce module de pilotage de masse salariale, il va être associé, par exemple, à un modèle de performance commerciale, parce que on a une proportion de variables très étendue, et donc on a besoin, au-delà du pilotage des effectifs et du salaire fixe, de piloter des variables avec des mesures de performance. On a des cas d'usage également sur le pilotage des DSI, par exemple, où on est dans de la gestion de ressources avec de la planification. Donc, je dirais que ce pilotage effectif et salaire, il peut être associé à du commercial, il peut être associé à de la prestation interne pour des DSI ou plus généralement à de la gestion de PNL. Je regarde s'il y a d'autres questions. Quelle durée moyenne pour ce type de projet, Samuel? Oui, alors c'est assez variable en fonction de la complexité ou des niveaux de détail sur le processus, mais on va dire entre 2 et 4 mois pour ce type de projet qui comprennent effectivement l'ensemble des phases, donc de la conception jusqu'à l'implémentation et puis la recette et le déploiement. Très bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci infiniment de votre attention. Merci à Sophie de son témoignage. Nous vous communiquerons un lien pour pouvoir rejouer ce partage d'expérience. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas pour partager vos problématiques. Le sujet de pilotage de masse salariale, c'est très commun à toutes les entreprises, mais c'est aussi très spécifique en fonction du modèle de chaque organisation. Voilà, nous sommes tout à fait preneurs d'échanges sur ce sujet avec vous et sur vos problématiques particulières. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.